Quand je sortis du collège, reprit Raphaël en réclamant, par un geste, le droit de continuer, mon père m'astreignit à une sévère discipline. Il me logea dans une chambre contiguë à son cabinet. Je me couchais dès 9 heures du soir et me levais à 5 heures du matin. Il voulait que je fisse mon droit en conscience. « Qu'est-ce que cela me fait ?» dit Émile. « Et que le diable t'emporte !» répondit Raphaël. « Comment pourrais-tu concevoir mes sentiments si je ne te raconte les faits imperceptibles qui influèrent sur mon âme, la façonnèrent à la crainte et me firent longtemps rester dans la naïveté primitive du jeune homme. Ainsi, jusqu'à 21 ans, j'ai été courbé sous un despotisme aussi froid que celui d'une règle monacale. Pour te révéler les tristesses de ma vie, il suffira peut-être de te dépeindre mon père. » C'était un grand homme sec et mince, le visage en lame de couteau, le teint pâle, à paroles brèves, taquin comme une vieille fille, méticuleux comme un chef de bureau. Sa paternité planait au-dessus de mes lutines et joyeuses pensées, de manière à les enfermer sous un dôme de plomb. Quand je voulais manifester un sentiment doux et tendre, il semblait que j'allais lui dire une sottise. Je le redoutais bien plus que nous ne craignions naguère nos maîtres d'études. J'avais toujours 8 ans pour lui. Je crois encore le voir devant moi. Il se tenait droit comme un cierge pascal, et dans sa redingote marron, il avait l'air d'un hareng sort, enveloppé dans la couverture rougeâtre d'un pamphlet. Et cependant, j'aimais mon père. Au fond, il était juste. Mais peut-être ne haïssons-nous pas la sévérité quand elle est justifiée par un grand caractère, par des mœurs pures, et qu'elle est adroitement entremêlée de bonté. Si mon père ne me quitta jamais, si, jusqu'à l'âge de 20 ans, il ne laissa pas 10 francs à ma disposition, oui, 10 coquins, 10 libertins de francs, trésor immense dont la possession, si souvent enviée, me faisait rêver d'ineffables délices. En revanche, il me promettait de m'introduire dans le monde. Et après m'avoir fait attendre une fête pendant des mois entiers, il me conduisait au Bouffon, à un concert, à un bal, où j'espérais rencontrer une maîtresse. Une maîtresse. C'était pour moi l'indépendance. Mais honteux et timide, ne sachant point l'idiome des salons et n'y connaissant personne, j'en revenais le cœur toujours aussi neuf et gonflé de désir. Puis le lendemain, bridé comme un cheval d'escadron par mon père, il me fallait, dès le matin, retourner chez mon avoué, au droit, au palais. Vouloir m'écarter de la route uniforme qu'il m'avait tracée, c'eût été m'exposer à sa colère. Or, comme une fois pour toutes, il m'avait menacé de m'embarquer en qualité de mousse pour les Antilles, il me prenait un horrible frisson quand, par hasard, j'osais m'aventurer, pendant 1 heure ou 2, dans quelque partie de plaisir. Figure-toi, l'imagination la plus vagabonde, le cœur le plus amoureux, l'âme la plus tendre, l'esprit le plus poétique, sans cesse en présence de l'homme le plus caillouteux, le plus atrabilaire, le plus froid au monde. Marie une jeune fille à un squelette, et tu comprendras l'existence dont tu m'interdis de te développer les scènes curieuses. Projet de fuite évanoui à l'aspect de mon père, désespoir calmé par le sommeil, désir comprimé, sombre mélancolie dissipée par la musique. Assez fort sur le piano, j'exhalais mon malheur en mélodie, et souvent Beethoven ou Mozart furent mes discrets confidents. Aujourd'hui, je souris en me souvenant de tous les préjugés qui agitèrent ma conscience à cette époque d'innocence et de vertu. Si j'avais mis le pied chez un restaurateur, je me serais cru ruiné. Mon imagination me faisait considérer un café comme un lieu de débauche où les hommes se perdaient d'honneur et engageaient leur fortune. Quant à risquer de l'argent au jeu, il aurait fallu en avoir. Or, quand je devrais t'endormir, je vais te raconter l'une des plus terribles joies de ma vie, une de ces joies armées de griffes et qui s'enfoncent dans notre cœur comme un fer chaud sur l'épaule d'un forçat. J'étais au bal chez le duc de N, cousin de mon père. Mais pour que tu puisses parfaitement comprendre ma position, il faut tout avouer. J'avais un habit râpé, des souliers mal faits, une cravate de cocher et des gants déjà portés. Je me mis dans un coin d'où je dévorais de l'œil les plus jolies femmes en prenant des glaces. Mon père m'aperçut, et par une raison que je n'ai jamais devinée, tant cet acte de confiance m'a abasourdi, il me donna sa bourse et son passe-partout à garder. À 10 pas de moi, quelques hommes jouaient, et j'entendais frétiller l'or. J'avais 20 ans, et je souhaitais passer une journée entière plongée dans les crimes de mon âge.
C'était un libertinage d'esprit dont nous ne trouverions l'analogue ni dans les caprices de courtisanes, ni dans les songes de jeunes filles. Depuis 1 an, je me rêvais, bien mis, en voiture, ayant une belle femme à mes côtés, tranchant du Seigneur, dînant chez Véry, allant le soir au spectacle et décidé à ne revenir que le lendemain chez mon père. J'avais estimé toute cette joie 50 écus. N'étais-je pas encore sous le charme naïf de l'école buissonnière? J'allais donc dans un boudoir, et là, seul, les yeux cuisants, les doigts tremblants, je comptais l'argent de mon père. Il y avait 100 écus dans la bourse. Tout à coup, les joies de mon escapade apparurent devant moi visibles, dansant comme les sorcières de Macbeth autour de leur chaudière. Mais alléchantes, frémissantes et délicieuses, je devins un coquin déterminé. Sans écouter les tintements de mon oreille ou les battements précipités de mon cœur, je pris 2 pièces de 20 francs que je vois encore. Ayant mis la bourse dans ma poche et les 2 pièces d'or dans la paume humide de ma main droite, je revins vers une table de jeu, rôdant autour des joueurs comme un émouché au-dessus d'un poulailler. En proie à des angoisses inexprimables, je jetai soudain un regard translucide autour de moi. Puis, sûr de n'être aperçu par personne de connaissance, je paraillai pour un petit homme gras et réjoui, sur la tête duquel j'accumulais plus de prières et de vœux qu'il ne s'en fait en mer pendant 3 tempêtes. Mais avec un instinct de scélératesse et de machiavélisme dont Sixte Quinte eût été surpris, j'allais me planter près d'une porte, regardant à travers les salons sans y rien voir, car mon âme voltigeait autour du fatal tapis vert. De cette soirée date la première observation physiologique à laquelle j'ai dû depuis la pénétration qui m'a permis de saisir quelques mystères de notre double nature. En effet, je tournais le dos à la table où se disputait mon futur bonheur. Bonheur d'autant plus profond peut-être qu'il était criminel. Il y avait, entre les 2 joueurs et moi, toute une haie d'hommes épaisse de 4 ou 5 rangées de causeurs. Il s'élevait un bourdonnement de voix qui empêchait même de distinguer les sons de l'orchestre. Eh bien, par un privilège accordé à toutes les passions et qui leur donne le pouvoir d'anéantir l'espace ou le temps, j'entendais distinctement les paroles des 2 joueurs. Je savais leur point, et celui des 2 qui retournait le roi. À 10 pas des cartes, je pâlissais de leurs caprices comme si je les eusse vus. Mon père passa devant moi tout à coup, et je compris alors cette parole de l'Écriture. L'Esprit de Dieu passa devant sa face. Mais j'avais gagné. À travers le tourbillon d'hommes qui gravitaient autour des joueurs, j'accourus à la table en me glissant avec la dextérité d'une anguille qui s'échappe par la maille rompue d'un filet. De douloureuse, toutes mes fibres devinrent joyeuses. J'étais comme un condamné qui, marchant au supplice, rencontre le roi. Le hasard fit qu'un homme décoré réclama 40 francs. Il manquait au jeu. Tous les regards tombèrent sur moi. Je pâlis et des gouttes de sueur sillonnèrent mon front jeune. Alors le crime d'avoir volé mon père me parut bien vengé. Mais le bon, gros, petit homme dit d'une voix certainement angélique « Tous ces messieurs avaient mis. Je suis responsable du jeu. » Il paya les 40 francs. Alors je relevai mon front et jetai des regards triomphants sur les joueurs. Puis je laissai mon gain à ce digne honnête monsieur après avoir réintégré l'or dans la bourse de mon père. Aussitôt que je me vis possesseur de 160 francs, je les enveloppais dans mon mouchoir de manière à ce qu'ils ne pussent ni remuer ni sonner pendant notre retour au logis, et je ne jouais plus. « Que faisiez-vous au jeu ?» me dit mon père en entrant dans le fiacre. « Je regardais » répondis-je en tremblant. « Mais, reprit mon père, il n'y aurait eu rien d'extraordinaire à ce que vous eussiez été forcé par amour-propre à mettre quelque chose au jeu. Aux yeux des gens du monde, vous paraissez assez âgé pour avoir le droit de faire des sottises. Ainsi, je vous excuserais, Raphaël, si vous vous étiez servi de ma bourse. » Je ne répondis rien. Quand nous fûmes de retour, je rendis à mon père le passe-partout et l'argent. En rentrant dans sa chambre, il vida sa bourse sur sa cheminée et compta l'or. Puis, se tournant vers moi d'un air assez gracieux, il me dit en séparant chaque phrase par une pause plus ou moins longue et significative. « Mon fils, vous avez bientôt 20 ans. Je suis content de vous. Il vous faut une pension, quand ce ne serait que pour vous apprendre à économiser, à connaître les choses de la vie. Dès ce soir, je vous donnerai 100 francs par mois.
Vous disposerez de votre argent comme il vous plaira. Voici le premier trimestre de cette année, ajouta-t-il en caressant une pile d'or comme pour vérifier la somme. J'avoue que je fus prête à me jeter à ses pieds, à lui déclarer que j'étais un brigand, un infâme et... pis que cela, un menteur. Mais la honte me retint. J'allais l'embrasser, il me repoussa faiblement. « Maintenant, tu es un homme, mon enfant, » me dit-il. « Ce que je fais est une chose toute simple et juste dont tu ne dois pas me remercier. Suis-je droit à votre reconnaissance, sœur Raphaël ?» reprit-il d'un ton doux, mais plein de dignité. « C'est pour avoir sauvé votre jeunesse des malheurs qui dévorent tous les jeunes gens à Paris. Désormais, nous serons comme deux amis. Vous deviendrez dans un an docteur en droit. Vous avez, non sans quelques déplaisirs et certaines privations, acquis les connaissances solides et l'amour du travail si essentiel aux hommes appelés à manier les affaires. Apprends, Raphaël, à me connaître. Je ne veux faire de toi ni un avocat, ni un notaire, mais un homme d'État qui puisse devenir la gloire de notre pauvre maison. À demain, ajouta-t-il en me renvoyant par un geste mystérieux. Dès ce jour, mon père m'initia franchement à ses projets.